Philippe Bellaval, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Merci. Et merci de me recevoir chez vous, dans vos bureaux, à l'Hôtel de Sully, dans le 4e. Voilà, siège historique de la Caisse nationale des monuments historiques, devenu le Centre des monuments nationaux. Merveilleux, nous allons en parler pendant quelques minutes, mais je voudrais commencer par une citation d'Elizabeth Taylor, qui souligne « Je ne suis pas comme les autres, je suis moi ». Et vous, Philippe Bellaval, qui êtes-vous? J'essaie d'être moi. Ah, merveilleux. Non, je suis un juriste de formation qui est, comme on dit, tombé dans la culture, puisque finalement j'ai exercé la plupart de mon activité professionnelle dans des établissements culturels, dans des institutions culturelles, et en dernier lieu au Centre des monuments nationaux depuis bientôt 10 ans. Voilà, et je suis un provincial exilé à Paris, et pour des raisons évidemment professionnelles. Voilà, et j'ai consacré toute ma vie à ces deux formes de promotion de l'être humain que sont la justice et la culture, parce que si je suis passé aussi facilement de l'un à l'autre, c'est parce que je considère que ce sont les deux versants d'une même conception humaniste de la vie. Vous avez résumé toutes les questions que je vais vous poser. Les grands thèmes, c'est extraordinaire. Merci Philippe Bellaval. Très rapidement, pour les jeunes qui nous écoutent, quelles sont les grandes lignes de votre carrière professionnelle? Très rapidement. Écoutez, j'ai donc fait des études de droit, de sciences politiques. Je suis entré à l'ENA. À la sortie de l'ENA, mon classement m'a permis d'intégrer le Conseil d'État. Et donc là, j'ai exercé des activités juridictionnelles. Et puis après, j'ai quitté le Conseil d'État pour aller dans des cabinets ministériels. Et puis, donc comme je le disais tout à l'heure, dans des institutions culturelles, à l'Opéra de Paris, à la Bibliothèque nationale de France, à la direction des archives, et depuis presque 12 ans maintenant dans les monuments historiques, d'abord au ministère de la Culture et maintenant au Centre des monuments nationaux. Un beau parcours riche en humanité, riche en rencontres. Très diversifié et qui m'a amené effectivement à réfléchir tout le temps sur la place que le patrimoine peut avoir dans notre vie, dans notre monde. Le patrimoine sous toutes ses formes, le patrimoine écrit, le patrimoine enregistré, le patrimoine monumental, le patrimoine naturel. Vous voyez, on a le Panthéon, qui est très cher à mon cœur, parce que le Panthéon, c'est du patrimoine monumental, bien sûr, mais aussi du patrimoine mémoriel, puisqu'il y a la mémoire de la République. Donc voilà, tout ça, ça décrit un peu ce que nous sommes collectivement, et ce sont des éléments pour construire, si possible, un avenir partagé. Tout à fait. Mais alors, quelle définition pourriez-vous donner du patrimoine? Bien, le patrimoine, c'est ce que, au long d'un très long processus de sédimentation, l'activité créatrice de nos ancêtres, des générations qui nous ont précédés sur cette terre, nous ont laissé avec des pages glorieuses, des pages moins brillantes, et aujourd'hui c'est quelque chose que nous considérons comme une sorte de trésor collectif, dont la protection est nécessaire parce que précisément ce trésor exprime ce que nous sommes devenus. Et au-delà de la préservation proprement dite, ce qui est très important, surtout de mon point de vue, c'est de le transmettre aux générations qui viendront après nous. D'où Devenir pour Agir, qui est ce pont entre les générations. Absolument. Mais alors, comment passe-t-on d'un monument à un monument historique? Quel est ce... Oh, vous savez, il n'y a absolument pas de règle. C'est une question d'espèce. Je pense qu'il y a
Il y a des monuments qui ont mis beaucoup de temps à être reconnus comme des éléments véritablement patrimoniaux. Je pense que par exemple le patrimoine du XXe siècle, c'est un processus qui n'est pas encore terminé, parce que l'architecture des années 30, 40 et surtout 50 et 60 du XXe siècle n'est pas appréciée par tout le monde. Mais en même temps, si vous prenez un monument comme le Centre Pompidou, il est clair que de par son emplacement, de par son architecture, de par son usage, il était déjà une sorte de monument historique le jour de son inauguration. Donc vous voyez, le processus de patrimonialisation, c'est un processus qui peut être très lent ou très rapide, et au fond, c'est le regard que les gens portent sur un lieu, sur un élément, un objet qui accélère cette patrimonialisation et fait reconnaître ce lieu comme un lieu patrimonial. Donc c'est la valeur que l'homme lui donne. Ah oui, oui, de toute façon, si vous voulez, rappelez-vous la phrase de Valérie gravée au fronton du palais de Chaillot, ne dépend de toi que je parle ou que je me taise. Voilà, c'est vraiment le regard que l'on porte et l'émotion que l'on ressent et l'importance qu'on y attache qui fait la valeur patrimoniale. Oui, mais alors est-ce difficile dans votre profession finalement de choisir entre tel ou tel monument pour qu'il rentre dans le patrimoine? Non, mais je n'ai pas à choisir. Je crois que voilà, il y a une logique. La valeur patrimoniale, donc, qui s'est construite de façon souvent aléatoire, elle se constate à un moment ou à un autre et elle s'impose. Bon, par exemple, en ce moment, nous sommes en train de réfléchir avec les élus du territoire, avec les fonctionnaires du ministère de la Culture, à la situation d'une centrale hydroélectrique qui a été construite au début du XXe siècle dans le département de l'Isère, pas très loin de Grenoble. Et cette centrale hydroélectrique, elle est classée monument historique parce que son constructeur l'a décorée comme un palais, en quelque sorte. Bon, mais jusqu'à il y a peu de temps, elle était en service, elle produisait de l'électricité à partir des chutes d'eau, et personne ne la regardait autrement que sous son aspect utilitaire, d'usine à produire de l'électricité. Voilà. Mais maintenant, on la regarde différemment, et aujourd'hui, force est de reconnaître que il faut effectivement lui trouver une destination conforme à son nouveau statut patrimonial. Ce n'est pas un choix, c'est une réalité qui s'impose. D'accord, oui, donc vous n'êtes pas confronté à ce choix, c'est, comme vous dites, c'est une réalité. Je crois. D'accord. Je crois, et si vous voulez, souvent on dit ah, mais il y a trop de monuments historiques ou de sites classés ou protégés. À l'avenir, il ne faudrait pas en classer de nouveau sans en déclasser un pour éviter une inflation infinie. Mais non, c'est pas possible. On ne peut pas dire ah bon, si je veux classer si je veux protéger cette centrale hydroélectrique, il faut que je déclasse une abbaye médiévale ou un château Renaissance. Enfin, chacun comprend bien que ce serait absurde. Hein. Une fois de plus, c'est la sédimentation progressive, l'incorporation à ce grand ensemble du patrimoine d'éléments nouveaux apportés par l'activité des générations en fonction du progrès technique, en fonction de l'évolution des goûts, des idées, des connaissances, des mœurs, etc., qui crée le patrimoine. Et par conséquent, le patrimoine, il a une vocation naturelle à une expansion permanente. C'est ça. Mais alors, Philippe Ballaval, il n'y a pas de patrimoine sans culture, parce que le patrimoine fait partie de la culture. Quelle définition pouvez-vous donner de la culture ?
La culture, Malraux disait que c'est l'ensemble des réponses que l'on peut apporter lorsque, se regardant dans un miroir, on se demande quel sera notre visage de mort. Mais ça, c'est peut-être une conception un peu très malrussienne, mais un peu extrême, je dirais, de la culture. Non, mais la culture, c'est l'ensemble des liens qui nous unissent à notre entourage, proche ou plus lointain, à nos contemporains, à notre monde, à notre époque. Donc c'est un ensemble de connaissances, c'est un ensemble de valeurs, c'est un ensemble d'émotions, et c'est ce qui nous fait nous-mêmes, véritablement. C'est ça, mais alors c'est marrant que vous citiez Malraux, parce que j'allais le citer à l'instant. Vous voyez, c'est comme si nous avions prévu l'interview en amont. On n'a pas répété. Et nous n'avons pas répété. Ce qui est intéressant, c'est que Malraux dit « La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert ». Que répondez-vous à Malraux lorsqu'il dit ça ? Je lui réponds que ce n'est pas faux, mais que c'est inexact. Parce qu'il est incontestable qu'il y a une partie d'héritage quand même. Voilà. Nous avons tous une histoire familiale, et selon que l'on est né dans une famille de très longue résidence sur le sol français, selon dans une famille qui a une longue tradition religieuse ou historique ou que sais-je, on n'est pas dans la même situation, on n'a pas le même héritage culturel que quelqu'un qui est issu d'une famille plus récemment arrivée, avec d'autres pratiques religieuses, un autre passé familial, d'autres antécédents. Donc il y a quand même une marque de l'héritage. Et puis après, effectivement, il y a la conquête, ça Malraux a tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il y a l'accès à la culture, aux lieux culturels, il y a la lecture, il y a l'apprentissage, il y a l'éducation, évidemment, à l'école, il y a aussi l'apprentissage apporté par la vie, et donc on peut soit rester fidèle à son héritage, soit au contraire s'en éloigner, ou au contraire arriver à concilier tout ça, et c'est en ça que c'est un parcours extrêmement individuel. Et nous, dans les institutions culturelles, on n'a pas à dire tel parcours c'est bien, tel parcours c'est mal ou c'est moins bien. Non, je crois que nous avons notre devoir, c'est de mettre à disposition toutes les ressources que nous avons à notre disposition, aider les uns et les autres à se les approprier. Mais à se les approprier, c'est pas les ingurgiter, les forcer à les ingurgiter à toute force, mais c'est de dire voilà, tout ça c'est à vous, c'est pour vous, choisissez, servez-vous. C'est comme une table richement dressée, et chacun se sert en fonction de ses appétits et de ses curiosités. C'est pour ça que le patrimoine qui, à cause justement de ses origines ancestrales, héritées, etc., pourrait apparaître comme un élément identitaire au sens le plus refermé du terme, le patrimoine en réalité doit être partagé, parce que l'identité dont il est porteur, elle est à partager. Au Panthéon ou dans les monuments du Centre des monuments nationaux, comme dans les musées, etc., vient qui veut, et on ne dit pas que pour entrer au Panthéon, il faut répondre à telle ou telle condition. Non, c'est à la disposition de tout le monde. On explique à tout le monde ce que c'est, ce que ça veut dire, ce qu'ont fait les grands personnages, hommes et femmes, qui sont enterrés ou à qui un hommage y est rendu. Et chacun, après, ressent ses propres émotions et en ressort plus ou moins marqué
parfois complètement transformés, et tout cela dans le pluralisme, dans le partage et dans la liberté. Mais alors, je reparlerai de l'éducation juste après, mais pour vous, Philippe Balaval, la culture est-elle un miroir ? Autrement dit, est-ce que vous parliez d'être la culture comme un concept identitaire, votre propre identité, l'avez-vous forgée avec toute la culture qui vous a nourri et qui continue de vous nourrir ? S'il faut prendre mon cas personnel, il est certain qu'aujourd'hui, à 65 ans passés, j'ai des goûts, j'ai des habitudes culturelles qui n'étaient absolument pas celles de mes parents et qui ne sont pas du tout qui seraient peut-être étonnés de me voir professer. C'est pour ça que, si vous voulez, sans renier ce qu'ils m'ont appris, oui, j'ai conquis certaines idées, certaines valeurs, certains principes, et je crois m'être forgé un regard sur le monde et sur la vie et sur les autres différent de celui qu'ils avaient eux. Mais alors, est-ce qu'on peut dire, peut-être, la culture dans votre parcours, à un certain moment, vous a sauvé peut-être des... La culture nous sauve quotidiennement de toutes les horreurs du monde. Malraux parlait tout à l'heure du mystère de la mort. Bon, ça c'est évidemment une difficulté à laquelle toute personne humaine est confrontée, pour elle-même et puis pour son entourage, ses amis, les membres de sa famille, ses proches, etc. Donc ça, évidemment, la culture aide à apporter des réponses. Et puis, si vous voulez, face à des mystères comme le mal, nous sortons d'une grande pandémie, il est bien certain que la connaissance de ce qui s'est produit lors de grandes épidémies au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, ou même d'ailleurs très récemment avec la grippe espagnole, il y a à peine un siècle, ça aide à comprendre certaines choses, à en relativiser d'autres. Oui, je pense que la culture est au quotidien un élément essentiel pour permettre à chaque individu de trouver, en fonction de ses connaissances, de ses valeurs, des principes qui le suivent, sa juste position d'être humain par rapport aux réalités du monde. Alors, Philippe Balaval, vous n'allez peut-être pas être ami avec Jean-Paul Sartre, parce qu'il souligne d'une certaine manière l'inverse de ce que vous venez de dire. Je le cite, « La culture ne sauve rien ni personne. Elle ne justifie pas, mais c'est un produit de l'homme. Il s'y projette, s'y reconnaît. Seul ce miroir critique lui offre son image. » Mais il y a des points de ressemblance quand même. Oui, mais si vous voulez, ce que j'ai du mal à partager dans le jugement de Jean-Paul Sartre, que bien sûr j'admire beaucoup, c'est le côté, le refus qu'il semble exprimer du soulagement que la culture peut apporter par rapport à un certain nombre de réalités très fortes et tragiques de la destinée humaine, destinée individuelle, donc la mort dont on parlait tout à l'heure, la maladie, la souffrance, la solitude, et où la destinée collective, les catastrophes, les guerres, le changement climatique, maintenant, enfin bref, voilà. Il a l'air de refuser ce soulagement. Et je pense que c'est un peu sévère, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout lié, le soulagement que la culture peut apporter, ou l'éclairage qu'il peut apporter, c'est pas du tout lié à
un système de conviction qui serait imposé à l'être humain, mais c'est quelque chose qu'il sécrète lui-même, qu'il enrichit lui-même en toute liberté, en faisant usage de son discernement et de sa liberté de conscience. Donc je ne crois pas du tout que la culture soit un opium du peuple, oui, pour parodier une autre citation célèbre. Exactement. Philippe Bellaval, vous êtes donc président des monuments historiques. Quand je suis allé voir sur le site, 3 mots, 3 fonctions de votre profession, qui est de conserver, restaurer et entretenir. Et en voyant ces 3 mots, j'ai pensé à Jean d'Ormesson, que vous avez connu, qui dit « Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. » Oui. Finalement, votre travail, c'est cela, c'est de faire, de faire vivre, ou faire revivre finalement la mémoire de ceux qui nous ont... Je pense que justement, les grands personnages du passé, alors ça, justement, le Panthéon, si vous voulez, en donne un excellent exemple, mais effectivement, nous adresse des messages qui peuvent nous aider à alimenter notre culture, on y revient toujours, et à nous forger des convictions. Moi, je suis par exemple donc, Victor Hugo, pour lequel je professe une immense admiration. Si vous voulez, quand il revient d'exil en 1870, après la chute du Second Empire, il dit il faut immédiatement s'atteler à 5 priorités absolues, qui sont le suffrage universel direct, l'éducation, l'instruction obligatoire et gratuite, l'égalité des hommes et des femmes, l'abolition de la peine de mort et la création des États-Unis d'Europe. Je veux dire qu'en 1870, quelle clairvoyance, quand on sait que, par exemple, le suffrage universel des femmes n'arrivera qu'en 1945, que l'abolition de la peine de mort n'arrivera qu'en 1981, que les États-Unis d'Europe, on n'y est pas encore, et tant s'en faut. Et voilà, donc c'est bien un signe, enfin, ce message d'une actualité toujours très forte montre que Victor Hugo, mort il y a presque 140 ans, en 1885, aujourd'hui encore, nous adresse des messages, nous envoie des ondes qui sont d'une très grande utilité pour nous aider à lire le monde et pour nous guider dans notre itinéraire dans ce monde. Oui, donc vous rejoignez complètement ce que dit Jean d'Ormesson. Une autre question, Philippe Bellaval, on ne peut pas parler de patrimoine sans parler de culture, on ne peut pas parler de culture sans parler d'art, puisque les monuments historiques, ce sont des monuments artistiques. Quelle est la définition du beau que vous donnez? Y a-t-il une belle et une mauvaise culture? Il y a la culture qui donne des émotions et il y a la culture qui n'en inspire pas. Et chacun a ses goûts, une fois de plus. Chacun réagit à sa manière devant une œuvre, devant un bâtiment, devant un lieu. Il y a des gens qui détestent la montagne, il y a des gens qui sont passionnés par la montagne, il y a des gens qui n'aiment pas du tout le style gothique, et il y a des personnes qui ne jurent que par lui, et puis il y a des personnes qui lisent Proust et Dostoïevski au quotidien, et d'autres qui n'y sont jamais arrivés. Voilà, donc moi en tout cas, qui ai des goûts comme tout le monde, je n'ai jamais fait interférer mes goûts. Parfois c'est un combat d'ailleurs, un combat avec moi-même, mais je n'ai jamais fait interférer mes goûts avec les décisions que j'ai pu prendre pour l'établissement, pour la gestion, pour la restauration, la mise en valeur des monuments dont nous avons la charge.
parce que mon goût personnel n'est pas un critère de l'action. Oui, il peut y avoir donc mon goût personnel n'est pas un critère de l'action. Il peut y avoir des circonstances objectives qui exigent de faire telle chose ou telle autre. Bon, il peut y avoir la prise en considération, on est toujours entouré de conseils, il faut que le choix soit pluraliste, qu'il soit collégial, donc de personnes qui peuvent conseiller, et ça me paraît très important parce qu'une fois de plus, je crois que ce serait une dérive que les goûts personnels de tel ou tel interfèrent avec la stratégie de l'établissement. C'est ça, mais alors je pense à tous les jeunes qui vous écoutent. Faut-il être éduqué pour apprécier une œuvre d'art, pour apprécier un monument historique, pour le connaître, pour... Non, je ne crois pas. Je pense que le fait de connaître le contexte dans lequel le monument a été construit, l'œuvre a été créée, le livre écrit, la musique composée, peut aider à faire comprendre des choses, mais je crois que c'est son côté magique, pour ainsi dire. Je crois que justement le mystère de l'œuvre d'art fait que le beau s'impose par lui-même de manière péremptoire et que, bon, voilà, c'est une irruption dans l'existence quotidienne et qu'il n'y a pas... on ne peut pas y échapper et ce n'est pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances pour y être sensible. D'accord, donc pour vous, il n'y aurait pas d'éducation pour apprécier une œuvre d'art, pour apprécier... On peut recevoir les leçons de maîtres ou d'amis, on peut une fois de plus acquérir des connaissances, mais non, il arrive parfois que le choc émotionnel se produise avant les connaissances et qu'on se dit « Ah, que cette chose me plaît, mais qu'est-ce que c'est au juste ?» Et là, ça déclenche un processus où on a envie d'en savoir davantage. Mais le choc était bien premier. D'accord. Il reste quelques minutes, Philippe Belaval, avant que l'interview s'achève. J'avais 2 questions à vous poser. La première est la suivante. Quelle est la force de la pierre dans l'histoire ? Elle est considérable parce qu'elle défie les siècles. Alors parfois, évidemment, elle peut être l'objet de destruction, de vandalisme, de séisme, etc. Enfin, rappelez-vous la phrase prêtée à Bonaparte, parce qu'il n'est pas sûr qu'elle ait jamais été prononcée, mais du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Alors, il s'était un peu trompé dans le décompte des siècles, mais voilà, c'est la vérité. Les pyramides sont toujours là et nous regardent. Donc la pierre est un élément extrêmement fort et c'est pour ça que d'ailleurs elle a une portée symbolique si considérable. C'est ça, donc la pierre est intemporelle. La pierre est intemporelle, mais il y a d'autres choses qui le sont aussi. L'eau, le feu, l'or, voilà, ça va être tous les éléments dont le patrimoine matériel ou immatériel sont composés. C'est ça. Alors Philippe Belaval, à tous les milliers de jeunes qui nous écoutent, qui vous écoutent aujourd'hui, quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir ? Mon message est un peu inspiré par justement la crise sanitaire que nous venons de traverser, parce que au fond, alors que on avait vécu pendant plusieurs décennies dans une relative stabilité générale et avec une certaine confiance dans l'avenir, bon, bien que certaines personnes évidemment aient traversé de réelles difficultés. Tout d'un coup, on a eu l'irruption de l'imprévu et de l'imprévisible et la menace d'un avenir qui n'était pas aussi acquis, aussi certain qu'auparavant. Et je pense que précisément le patrimoine qui a franchi les siècles, la pierre qui a défié l'érosion de l'eau, du vent et du temps,
sont des éléments qui peuvent nous donner confiance. C'est-à-dire qu'au-delà des épreuves conjoncturelles que les hommes, que l'humanité peut rencontrer, eh bien, elle progresse, elle laisse un certain nombre de témoignages de son activité, de son génie, et que ces témoignages défient le temps. Et par conséquent, il faut conserver une confiance dans l'avenir. Conserver une confiance dans l'avenir, tels sont les mots que nous offre aujourd'hui notre ami Philippe Bellaval. Philippe Bellaval, merci beaucoup de m'avoir reçu dans ce bel hôtel de Sully. Merci beaucoup, et permettez-moi de terminer par une citation de Pierre Joliot-Curie. Et voilà ce qu'il dit, je trouve qu'elle vous caractérise. Il est de la responsabilité de tous de veiller à ce que les nouveaux moyens de diffusion de l'information se traduisent par un enrichissement et non nous apparaissent comme un patrimoine culturel mondial. Autrement dit, Philippe Bellaval, merci d'être ce veilleur du patrimoine, celui qui éclaire le passé pour faire vivre le présent et préparer l'avenir. Merci infiniment. Merci à vous d'être qui vous êtes, et merci pour votre amour pour le patrimoine. Merci à vous tous. Merci.